Drapati a entamé une grande restructuration des forces armées ukrainiennes. Le nouveau commandant en chef est personnellement sur le front aux côtés de Zelensky. Drones, artillerie à longue portée, radars et une nouvelle approche du recrutement de l'armée. Le général ne mise pas seulement sur le nombre de soldats, mais sur le fait que chaque combattant soit à sa place. Parallèlement, 2 nouveaux groupements sont en cours de création dans la région de Donetsk, ce qui changera le cours de la guerre. Prokopenko et Biletsky prennent la situation sous un contrôle de fer. Les territoires que l'ennemi considérait comme les siens sont dans l'attente d'un retour triomphal à la maison. La tactique de victoire du nouveau commandement ukrainien commence à se concrétiser. Quelles autres décisions Drapati a-t-il déjà mises en œuvre? Les principaux changements au sein des forces armées ukrainiennes arrivent dans un instant. Ne les manquez pas. Bonjour, vous regardez Ukraine aujourd'hui avec vous Solomia Dolik et les derniers événements. Zelensky et Drapati sur la ligne de front. Le président et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes sont arrivés dans la direction d'Olexandrivka où ils ont rencontré les combattants de la 80e brigade d'assaut aéroportée séparée de Galicie. Et il ne s'agissait pas d'une simple rencontre symbolique. Les militaires ukrainiens ont directement fait part aux dirigeants du pays de ce dont le front a le plus besoin actuellement. Parmi les principales demandes, des drones, de l'artillerie à longue portée et de petites stations radars. Ils ont également discuté du financement direct des brigades, du problème des absences sans autorisation, ainsi que de la formation et de l'encouragement des militaires. Zelensky lui-même a déclaré après la rencontre « Nous allons tout traiter. Il est nécessaire de renforcer au maximum nos défenseurs. » Le président a également expliqué qu'il avait discuté avec les commandants de la manière de renforcer la protection des militaires ukrainiens sur ce secteur précis du front. Le chef de l'État a tenu à remercier tout particulièrement les combattants qui continuent de défendre l'Ukraine. La Russie a commencé sa guerre à grande échelle après le 30e anniversaire. Mais cela fait déjà plus de 4 ans que les soldats ukrainiens se battent avec fierté et résilience pour la préservation de notre État. C'est la raison principale pour laquelle l'Ukraine existe et vit. Lors de la visite, certains militaires ont été décorés de distinctions nationales. Et un autre chiffre attire particulièrement l'attention. À l'issue de l'opération offensive des troupes d'assaut aéroportées en direction d'Olexandrivka, qui a duré du 29 janvier au mois d'août, les militaires ukrainiens ont annoncé la libération de 26 villages en 6 mois. Mais ce n'est pas tout. Le commandement ukrainien prépare une restructuration majeure de la défense dans la région de Donetsk. Les troupes dans la région seront réorganisées en 2 nouveaux groupements. C'est ce qu'a annoncé le président Volodymyr Zelensky à l'issue de réunions avec le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Mikhailo Drapati, et le ministre de la Défense, Even Khmara. Les nouveaux groupements seront dirigés par les brigadiers généraux Denis Prokopenko et Andriy Biletsky. Prokopenko commande actuellement le 1er corps de la garde nationale d'Ukraine Azov. Biletsky, le 3e corps d'armée des forces armées ukrainiennes. Selon le plan de la direction ukrainienne, ce sont ces commandants qui seront responsables de la défense de l'un des secteurs clés de la région de Donetsk. Il s'agit en fait d'une ceinture fortifiée le long de la ligne des villes de Kostiantynivka, Drushkivka, Kramatorsk, Sloviansk et Liman. Cette décision a été prise après une discussion sur la situation au front et la nécessité de renforcer le commandement des troupes dans cette direction. En fait, Kiev mise sur des commandants qui ont gravi tous les échelons, des plus bas jusqu'au sommet de la hiérarchie militaire. Ils font désormais face à l'une des tâches les plus complexes, maintenir la ligne de défense clé de la région de Donetsk et empêcher les troupes russes de percer vers des villes stratégiquement importantes. Selon la chaîne Infactum, les zones de responsabilité approximative des nouveaux groupements ont déjà été cartographiées. Parallèlement, les forces armées ukrainiennes modifient leur approche en matière de recrutement et le nouveau commandant en chef, Mikhailo Drapati, a déjà défini les priorités clés. C'est ce qu'a déclaré Yuri Fedorenko, commandant de la 429e brigade séparée des systèmes sans pilote Achille. Selon lui, l'armée mise actuellement sur 2 axes clés simultanément. Le premier est la répartition équitable des ressources de mobilisation entre les unités militaires. Si auparavant certaines unités militaires étaient prioritairement dotées en personnel alors que d'autres en manquaient, cette situation est en train de changer considérablement. Fedorenko affirme que les brigades qui étaient auparavant laissées de côté commencent désormais, elles aussi, à être dotées en personnel. La deuxième priorité est la répartition correcte des personnes selon des postes spécifiques, en tenant compte de leurs compétences et de leur expérience. Il s'agit des personnes mobilisées de force, ainsi que des militaires qui reviennent après une absence non autorisée.
à Wall. Le niveau du recrutement lui-même est en train d'être élevé, afin que chacun, en fonction de ses connaissances et de ses capacités, occupe un poste dans l'armée qui soit le plus approprié pour lui en termes d'efficacité au travail. Le commandant a donné un exemple révélateur. Si vous étiez soudeur gaz et électricité avant le recrutement, alors dans l'armée, vous travaillerez comme soudeur gaz et électricité. Selon Achille, de tels spécialistes sont également essentiels pour l'armée, car la garantie du travail technique influence directement l'exécution des missions de combat. Fedorenko a souligné séparément l'approche de Drapati en matière de réforme militaire. Drapati est un général de la génération moderne et de l'avenir de l'armée ukrainienne. Selon lui, le commandant en chef met l'accent non seulement sur la préservation de la ressource principale de l'armée, c'est-à-dire les hommes, mais il voit également un vaste champ pour des changements à grande échelle dans le système des forces armées ukrainiennes. En d'autres termes, l'objectif n'est pas simplement de recruter plus de personnes, mais de faire en sorte que chaque individu dans l'armée soit aussi efficace que possible là où ses compétences sont le plus nécessaires. Révolution au sein des forces armées ukrainiennes. Drapati change tout. L'armée adopte une nouvelle logique qui brisera le système de planification de l'ennemi. Les rotations de personnel ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Une restructuration à grande échelle a débuté au sein de l'armée ukrainienne. Nouveaux commandants, décisions fulgurantes et mise sur l'expérience au combat et les technologies. Pourquoi les changements dans les états-majors se font-ils déjà sentir sur la ligne de front et à quoi faut-il s'attendre ensuite? Regardez dans ce reportage. Au sein de l'armée ukrainienne, il semble que ce ne soit pas simplement une énième rotation de personnel qui commence. C'est l'approche même de qui doit commander la guerre et comment qui est en train de changer. Depuis l'arrivée de Mikhailo Drapati au poste de commandant en chef, des commandants ayant une réelle expérience du combat apparaissent de plus en plus visiblement dans la hiérarchie militaire et des personnes capables de travailler au rythme de la guerre moderne prennent en charge les domaines techniques. Et cela ressemble déjà à une tentative de constituer une armée non pas pour de beaux rapports de bureau, mais pour le champ de bataille réel. Il est important ici de ne pas confondre le mouvement du personnel avec le simple fait de déplacer des chaises dans les bureaux. Le pari, à en juger par les premières décisions, est fait sur des personnes qui connaissent la guerre non pas à travers des présentations, qui sont capables de prendre des décisions de manière autonome et qui ne perdent pas leurs moyens lorsque la situation sur le front change plus vite que les documents ne sont mis à jour. Les experts militaires qualifient déjà ce processus de signal positif et le volontaire Stanislav Osman-Bunyatov estime que Drapati va dans la bonne direction. De nombreux commandants ambitieux et méritants qui n'ont pas supporté la tyrannie de Syrski et ont préféré être relevés de leur commandement de brigade reviennent maintenant à leur poste. Dans les unités de combat, il est devenu plus facile de respirer. Mais le plus intéressant commence là où le travail habituel de gestion du personnel militaire rencontre la révolution technologique. Car aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un bon commandant. Il faut que l'armée voie l'ennemi plus rapidement, transmette l'information, prenne des décisions et déploie tout aussi rapidement de nouvelles technologies au combat. C'est précisément sur le front technique que Drapati mise tout particulièrement. Des dirigeants énergiques, modernes et communicatifs sont placés aux postes technologiques clés. En d'autres termes, au lieu de la logique du « ça a toujours été comme ça », on adopte la logique du « que devons-nous faire dès maintenant pour que l'ennemi ne prenne pas l'avantage demain ?» Dans la guerre technologique, tout change littéralement chaque semaine et nous devons réagir tout aussi rapidement à tous les défis de l'adversaire. Analyser, prévoir, répondre et agir avec une longueur d'avance sur l'ennemi. Je crois que de grands changements positifs nous attendent, mais cela ne se fera pas rapidement car il y a beaucoup de choses à changer. Et c'est là que Drapati a l'opportunité de faire ce que la guerre elle-même exige de l'armée, transformer la rapidité des décisions en une arme. Car l'armée russe s'adapte aussi. Et si l'ennemi a appris à copier, à mettre à l'échelle et à lancer de nouvelles solutions, l'Ukraine doit le devancer non pas des mois après l'apparition de la menace, mais avant même qu'elle ne devienne critique. Une autre décision de personnel très révélatrice, Valéry Skred, qui a pris la tête du 19e corps d'armée. Jusqu'à présent, il assurait l'intérim du commandement depuis environ 1 mois, et il vient maintenant d'être officiellement nommé. Et ce n'est pas un bureaucrate parachuté là par hasard. Skred a derrière lui le commandement de la 46e brigade d'assaut aéroportée et une expérience au combat lors de la défense de Soledar. Et maintenant, cette expérience est nécessaire sur l'un des fronts les plus chauds. Le 19e corps est responsable de la zone de Kramatorsk, Kostiantynivka et Drushkivka, en fait le nœud autour duquel pourrait se dérouler l'une des batailles les plus difficiles pour le Donbass. Tous les analystes s'accordent à dire que c'est précisément autour de ces villes, et de Sloviansk en particulier, que se jouera la principale bataille d'automne pour le Donbass.
C'est un secteur difficile. Et bien sûr, au-delà d'une bonne nomination, comme celle de Scred, pour tenir le secteur, il faut des forces et des moyens. C'est pourquoi une simple signature au bas d'un ordre ne suffira pas ici. Nommer un commandant de combat, ce n'est que la moitié du travail. Ensuite, il faut des hommes, des réserves, de l'armement, des drones, du renseignement, des communications, de la logistique et la possibilité de prendre des décisions sans une bureaucratie à plusieurs niveaux. Car même le meilleur des commandants ne peut pas gagner une bataille si son armée est contrainte de se battre les mains liées. Et c'est précisément là que l'on perçoit la logique derrière le remaniement de Drapati. Il ne s'agit pas simplement de changer les noms sur les plaques, mais de mettre en place un système où l'expérience au combat, les technologies et la rapidité de décision fonctionnent de concert. Et si cela parvient à être étendu à l'ensemble de l'armée, l'Ukraine aura une chance de se battre non pas avec le nombre d'hommes, mais avec la qualité des décisions, ce qui est particulièrement important dans une guerre où chaque vie préservée compte. Mais Drapati, semble-t-il, ne cherche pas à vendre l'illusion d'une victoire facile. Au contraire, ses déclarations publiques sonnent de la manière la plus sobre possible. Un travail difficile nous attend et le commandant en chef en parle sans fioriture. Ce n'est pas seulement une guerre pour des kilomètres sur une carte. C'est une lutte pour le droit de l'Ukraine à déterminer elle-même son avenir, à parler sa propre langue, à préserver sa propre culture, à ramener ses citoyens de captivité et à libérer les terres occupées. C'est précisément pour cette raison que l'armée ne doit pas seulement être nombreuse, elle doit être la plus efficace possible. Et en même temps, il y a là un autre message, tout aussi important. Drapati ne parle pas seulement de la fatigue et du prix de la guerre. Il parle des gens qui, malgré tout, continuent de faire leur travail. Et c'est là que deux lignes se rejoignent, celle du personnel et celle de la technologie. Le retour des commandants de combat ne gagnera pas la guerre à lui seul. Les nouvelles technologies en elles-mêmes ne donneront pas non plus de résultats. Mais lorsque le commandement expérimenté reçoit des outils modernes, une communication rapide et la possibilité de prendre des décisions opérationnelles, l'armée commence à agir d'une toute autre manière. C'est pourquoi les premiers pas de Drapati pourraient s'avérer bien plus importants qu'une simple série de nominations. C'est une tentative de restructurer la machine militaire afin qu'elle s'adapte plus rapidement à la guerre, préserve les vies humaines et transforme chaque avantage technologique en un résultat concret. Et si ce processus parvient à être mis à l'échelle, l'Ukraine pourra obtenir une armée qui ne se contente pas de résister à la pression russe, mais qui force constamment l'adversaire à courir après. Le Kremlin est en panique. Zelensky prépare une surprise qui va tout changer. L'arrière russe commence à s'effondrer. Pendant que Moscou invente de fausses victoires, les occupants paient un prix sanglant pour chaque mètre de front. Mais le véritable coup attend l'ennemi très bientôt. Les systèmes imprenables du Kremlin craquent de toutes parts. Découvrez la suite pour connaître les détails de la nouvelle stratégie ukrainienne qui laissera Poutine sans voix. L'échec de l'armée russe est imminent. Zelensky a intrigué avec une nouvelle opération secrète des forces armées ukrainiennes et, à en juger par ses paroles, son résultat pourrait sérieusement changer la situation sur le front. Le président n'a pas révélé de détails, mais a promis « le résultat sera connu d'ici la fin du mois d'août ». En d'autres termes, pour l'instant, le Kremlin ne peut que deviner où exactement les militaires ukrainiens préparent leur prochaine surprise. Et ce n'est pas tout. Zelensky a déclaré que les forces de défense mènent une opération sur un autre secteur du front. Il ne s'agit donc pas simplement de la poursuite des opérations militaires déjà connues. Le président a délibérément laissé planer le doute, sans préciser ni la direction, ni la mission, ni l'ampleur de l'opération. Il ne reste au Kremlin qu'à allumer les écrans et à attendre nerveusement que l'Ukraine montre elle-même le résultat. Parallèlement, Kiev se fixe un objectif encore plus ambitieux, atteindre la parité entre les territoires libérés et les territoires occupés. Selon Zelensky, depuis le début de l'année, les Russes ont occupé environ 990 km² de terres ukrainiennes, tandis que les forces de défense ont déjà repris le contrôle d'environ 820 km². La différence, qu'il reste encore à combler, est d'environ 170 km². Si les militaires ukrainiens parviennent à maintenir la tendance actuelle, l'équilibre pourrait changer radicalement. Pour le Kremlin, c'est un calcul particulièrement désagréable. Moscou tente depuis des années de vendre à sa propre population l'image d'une offensive irrésistible, alors que Kiev présente un bilan tout à fait différent. La Russie s'empare, l'Ukraine reprend, et maintenant, la tâche consiste non seulement à maintenir cet équilibre, mais à le renverser. De plus, Zelensky souligne directement que cet équilibre n'est pas seulement important sur le champ de bataille. Chaque kilomètre reconquis est un argument supplémentaire pour l'Ukraine, tant dans la diplomatie que dans les négociations internationales. Ainsi, l'opération ukrainienne, dont le résultat est pour l'instant tenu secret, pourrait avoir une importance bien au-delà d'un secteur spécifique du front.
Et maintenant, la principale intrigue demeure. Où exactement l'Ukraine prépare-t-elle son prochain mouvement et que montreront précisément les forces armées ukrainiennes d'ici la fin août? Kiev garde le silence, le Kremlin ne peut que spéculer. Et la réponse, semble-t-il, devrait arriver très bientôt. Et elle pourrait ajouter à l'armée russe quelques chiffres très désagréables de plus à cette mathématique du front. Pendant ce temps, une 3 est apparue au sein de l'armée russe. Et le Kremlin, semble-t-il, a décidé de la prendre d'assaut jusqu'au dernier soldat russe. Robotine est devenu un symbole douloureux de la grandeur militaire russe. Un village auquel les troupes russes tentent de se raccrocher encore et encore en dépensant des ressources immenses. D'ailleurs, même les auteurs russes pro-guerre, Z-auteurs, ne supportent plus ce siège sans fin. L'un d'eux a comparé Robotine à Troie et a pratiquement accusé Poutine du fait que, pour conquérir ce territoire, le Kremlin est prêt à envoyer au combat toujours plus de nouvelles forces. Ce pignat athénien nous a déjà épuisés. Il a sacrifié des dizaines de milliers de nos gars pour des ravins, des bois et une plage. L'ironie de la situation réside dans le fait que la propagande russe parle depuis des années d'une grande armée victorieuse qui avancerait sans relâche. Mais en pratique, les militaires russes sont contraints de se battre pendant des années pour des localités isolées, les transformant en symboles de l'épuisement de leur propre armée. Robotine n'est pas devenu pour la Russie un simple point sur la carte. C'est l'endroit où le conte de fées du Kremlin sur une victoire rapide se heurte à la réalité de la guerre. Et tandis que Moscou continue de tracer des flèches sur ses cartes, ses propres blogueurs militaires qualifient déjà cette histoire de Troie russe, un lieu où la victoire s'est transformée en un marathon sans fin pour quelques kilomètres de terre. Pendant ce temps, la défense anti-aérienne russe s'est révélée, une fois de plus, moins impénétrable que ce que le Kremlin veut bien nous faire croire. Les forces ukrainiennes spécialisées dans les systèmes de drones ont fait passer un véritable examen technique à l'aviation militaire et à la défense anti-aérienne russe. Et la liste des cibles touchées s'avère pour le moins intéressante. Sur l'aérodrome russe de Vityasevo, dans le kraï de Krasnodar, 2 avions de combat ont été touchés simultanément, un Su-33 et un MiG-29. Au même endroit, un drone russe, Orion, a également été neutralisé. En d'autres termes, alors que Moscou parle d'un arrière-pays solidement protégé, les drones ukrainiens trouvent l'aviation russe directement sur les aérodromes militaires. Mais les militaires ukrainiens ne se sont pas arrêtés là. Parallèlement, le système de défense antiaérienne russe et l'infrastructure radar ont été pris pour cible dans plusieurs régions à la fois. Dans la région de Rostov, un système anti-aérien Tor et 3 radars à la fois, Nebo-U, Kasta-2E2 et Podlet. Et dans le kraï de Krasnodar, encore plus de surprises. Outre les avions et l'Orion, les forces ukrainiennes ont frappé les radars Podlet et Kasta-2E2, le système Pantsir S-1 et les positions de l'un des systèmes de défense anti-aérienne russes les plus vantés, le S-400 Triumph. Et même la Crimée occupée n'a pas été épargnée. Là-bas, 3 stations radars russes ont été touchées simultanément, la Nebo-U à Sébastopol, ainsi que la 36 des 6M et la ST-68 dans la région d'Yevpatoria. En fait, les forces ukrainiennes ont organisé un véritable inventaire des biens de la défense anti-aérienne russe. Des avions, des radars, des systèmes de défense anti-aérienne et un drone ont été frappés sur un immense territoire. Et c'est particulièrement révélateur. Plus le Kremlin vante la protection multicouche de ses installations militaires, plus les frappes ukrainiennes démontrent où se trouvent les failles très concrètes dans ce système. Le commandant des forces de système sans pilote, Robert Madiar Brody, a fait état du résultat de cette attaque. Et si l'on regarde la géographie des cibles, le tableau est peu réjouissant pour l'armée russe. De la région de Rostov et du kraï de Krasnodar jusqu'à la Crimée occupée, la défense anti-aérienne russe était censée protéger le ciel, mais elle devient désormais de plus en plus souvent une cible elle-même. Et il semble que ce ne soit que le début. Alors que le Kremlin tente de convaincre les Russes d'une grande offensive, l'Ukraine change méthodiquement les règles de cette guerre, récupère des territoires, brise la logistique russe, atteint des objectifs militaires loin à l'arrière et force même les propagandistes russes à calculer le prix de leur propre victoire. Et maintenant, une autre intrigue plane au-dessus du front, une opération secrète des forces armées ukrainiennes dont Kiev garde pour l'instant le résultat sous scellé. Si les forces ukrainiennes parviennent à maintenir ce rythme, l'armée russe devra compter non plus les kilomètres conquis, mais ceux qu'elle perd rapidement. Et la question principale n'est plus de savoir s'il y aura une nouvelle frappe, mais où exactement l'Ukraine ouvrira la prochaine page de cette guerre. Madiar a rendu son verdict. Les drones des forces armées ukrainiennes détruisent les arrières inaccessibles de l'ennemi. Les frappes de missiles ne sauveront plus le Kremlin de représailles.
L'Ukraine ouvre un nouveau front dans les arrières profonds des occupants, et ce n'est que le début d'un tournant majeur. Comment les développements ukrainiens transforment-ils les installations militaires de la Fédération de Russie en cendres? Regardez dès maintenant. Pour la Russie, c'est un verdict. Tandis que le Kremlin se cache derrière des frappes massives sur les villes ukrainiennes, la réponse ukrainienne vole déjà vers l'endroit d'où vient la guerre. Robert Brody fait comprendre, pour l'arrière russe, ce n'est que le début d'une grande rétribution. L'Ukraine n'a pas l'intention de jouer selon les règles du Kremlin. Elle rend la douleur à l'ennemi. Et le plus intéressant, c'est que Magyar ne parle pas d'une réponse ponctuelle. Il déclare ouvertement « Les forces ukrainiennes frappent sans relâche ce qui nourrit et alimente la machine de guerre russe » sur les sources de financement, d'approvisionnement et de production d'armes. En d'autres termes, alors que Moscou tente d'intimider les Ukrainiens, une réalité totalement différente se forme progressivement à l'arrière des lignes russes. Et la suite est encore plus dure. Brody trace une ligne que le Kremlin ne peut plus effacer. Entre l'Ukraine et la Russie, selon lui, il n'y a pas seulement une différence de doctrine militaire, c'est un gouffre civilisationnel. Une différence de valeur dans le traitement de l'être humain et même dans la compréhension même de la raison pour laquelle la guerre est menée. La Russie tente de transformer la terreur en un outil d'intimidation, mais Magyar répond en fait « l'Ukraine ne se brisera pas et ne s'arrêtera pas ». Ce n'est pas un sprint court, mais un long marathon, dans lequel chaque nouveau coup porté à la machine de guerre russe la rapproche du moment où la Russie devra elle-même payer la facture de la guerre. Et la formule finale de Brody sonne de manière on ne peut plus intransigeante. L'Ukraine tiendra bon et Moscou tombera. Il semble que ce soit précisément ce que Magyar appelle le verdict principal pour le Kremlin. Non pas des menaces bruyantes, mais une réponse continue que la Russie reçoit de plus en plus sensiblement sur son propre territoire. Et ce ne sont pas là toutes les surprises réservées aux occupants. Selon The Atlantic, début 2026, des responsables ukrainiens ont proposé à Volodymyr Zelensky un plan capable de porter un coup à Moscou, non seulement contre sa machine militaire, mais aussi contre l'un des symboles les plus sensibles du confort russe, l'aviation civile. Une opération au nom doux de M&M's, mais derrière laquelle se cache une intention loin d'être douce. L'utilisation massive de petits drones équipés de systèmes de navigation basés sur l'intelligence artificielle. L'idée était de surcharger la défense antiaérienne russe au point que les aéroports moscovites se retrouvent pratiquement paralysés. L'ampleur du projet, environ 1 millier de drones par jour. Pas une seule frappe retentissante, mais un flux constant d'appareils qui devrait forcer le système de défense anti-aérienne russe à fonctionner à la limite de ses capacités. Et ensuite, l'effet domino. Des problèmes de vol, la nervosité des compagnies aériennes, la pression internationale et des questions de plus en plus embarrassantes pour le Kremlin. La partie technologique attire tout particulièrement l'attention. Il s'agit de la navigation autonome, où le drone peut comparer les images du terrain avec des cartes préchargées et s'orienter sans pilotage manuel constant. En d'autres termes, l'idée n'était pas simplement de lancer un grand nombre de drones, mais de créer un système capable d'agir de manière aussi autonome que possible. Cependant, il y a un « mais » important ici. Selon The Atlantic, Zelensky craignait apparemment les risques pour les avions civils et les personnes. Et un représentant du bureau du président a qualifié l'information concernant un tel plan de pure absurdité, déclarant que l'Ukraine ne dispose pas d'armes à longue portée suffisamment précises et fiables pour attaquer des aéroports sans risque excessif pour les civils. Et c'est précisément là que cette histoire devient particulièrement intéressante. M&M's était-il un plan réel qui a été arrêté ou simplement l'une des options discutées dans les bureaux ukrainiens? The Atlantic affirme que les préparatifs ont duré jusqu'en juillet et désigne comme l'un des principaux initiateurs le ministre de la Défense de l'époque, Mikhailo Fedorov. Quoi qu'il en soit, l'apparition même de telles informations montre à quel point la logique de la guerre moderne a radicalement changé. Moscou avait l'habitude de considérer l'arrière comme un territoire intouchable, mais désormais, c'est de plus en plus l'arrière russe qui devient la cible principale de la pression stratégique. Des usines militaires et de la logistique aux infrastructures critiques et potentiellement au trafic aérien. Pendant ce temps, on a retiré Sochi à Poutine. Le président russe n'est pas apparu dans sa station balnéaire préférée depuis 322 jours. Et ce n'est pas juste une pause fortuite. Au cours des 2 années précédentes, il se rendait régulièrement à Sochi 2 fois par an, au printemps et en automne. Mais en 2026, le président russe a manqué son voyage de printemps. Osera-t-il s'y montrer à l'automne? Pour l'instant, c'est une question en suspens. Et maintenant, le plus intéressant. Avant la guerre à grande échelle, Sochi était en fait le 2e cabinet présidentiel de Poutine. De 2015 à 2021, il s'y rendait entre 24 et 37 fois par an.
Désormais, cela fait presque 1 an sans visite publique. La station balnéaire, qui accueillait autrefois régulièrement le président russe, est désormais un point oublié de son emploi du temps. Selon les sources du projet, le tournant s'est produit après que les drones ukrainiens ont commencé à atteindre Sotchi à l'automne 2023. C'est précisément après cela, affirme la source, que Poutine a commencé à craindre pour sa propre sécurité et a cessé de se rendre régulièrement dans le sud. Et il semble que le problème pour le Kremlin soit plus vaste que le simple emploi du temps personnel de Poutine. Après que les drones ukrainiens ont commencé à atteindre des zones plus profondes en Russie, le président a commencé à modifier considérablement la géographie de ses déplacements. La majeure partie des visites régionales se déroule désormais loin de la partie européenne de la Russie, là où les drones ukrainiens démontrent activement que l'arrière-pays russe n'est plus aussi inaccessible. Et pendant ce temps, Sotchi elle-même en souffre. Le Financial Times rapporte une baisse de la demande. Dans certains hôtels, les réservations ont diminué de 20% et les ventes de billets d'avion vers la ville de 40% par rapport à l'année dernière. Cela dessine un tableau intéressant. La Russie a vanté pendant des années un arrière-pays solidement protégé et maintenant sa principale station touristique est de moins en moins fréquentée, non seulement par les étrangers, mais aussi par son propre président. Si auparavant Poutine se rendait à Sotchi des dizaines de fois par an, désormais, même un seul voyage là-bas semble impossible. Les drones volent impitoyablement vers l'ennemi et en Russie, ils ont décidé de lutter contre le problème par la méthode la plus fiable, interdire de le photographier. Dans la région de Tomsk, le gouverneur Vladimir Mazour a signé un décret interdisant de filmer et de publier des images des impacts et de l'utilisation de drones, des lieux de leur chute ainsi que des conséquences des attaques. Même le travail de la défense antiaérienne et de la guerre électronique russe a été interdit, tout comme les infrastructures militaires, les installations du complexe énergétique, les entreprises industrielles, les infrastructures communales, les ponts et autres objets importants. De plus, ces restrictions s'appliquent également aux médias. En d'autres termes, si quelque chose atterrit soudainement avec fracas à Tomsk, la tâche principale n'est plus de comprendre ce qui s'est passé, mais de faire en sorte que personne ne s'avise de le filmer. La formule de sécurité russe devient de plus en plus simple, pas de vidéo, pas de problème. Et tandis que le Kremlin convainc les Russes que la situation est sous contrôle, les responsables russes eux-mêmes ferment de plus en plus activement leurs yeux sur ce qui se passe autour d'eux. Il semble qu'en Russie, on ait déjà commencé à protéger non seulement les sites contre les drones, mais aussi l'image même de la stabilité contre les caméras des smartphones. Il semble que l'arrière-pays russe se transforme progressivement en un territoire où la règle principale est de ne pas poser de questions inutiles. Poutine apparaît de moins en moins là où il se sentait autrefois maître des lieux. Les autorités interdisent de montrer les conséquences des attaques et le Kremlin est de plus en plus contraint de dissimuler ce qui se passe derrière la belle façade d'une Russie stable. Et plus Moscou tente de cacher cette réalité, plus l'essentiel devient évident. La guerre se rapproche de l'arrière-pays russe et il n'est plus possible de faire semblant qu'elle n'existe pas. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo et restez informé de l'essentiel. La suite arrive. On se retrouve dans le prochain reportage.